Écartez-vous, cet endroit n'est pas fait pour le personnel. Camille lança la phrase avec un mépris glacial, tandis que Laurent éclata de rire. Regardez-la, elle s'est clairement trompée. Ici, c'est une soirée de prestige, pas un refuge pour inconnus. Kadia ne bougea pas d'un millimètre. Elle posa doucement son carton d'invitation sur la table, son regard calme à l'excès, puis esquissa un sourire glacé. Vraiment? Alors la soirée sera fascinante, quand on verra qui est réellement assis au mauvais endroit. Il rit, il la piétine, sans imaginer une seconde qu'ils viennent d'humilier l'investisseuse majeure de la fête. Et vous, à la place de Kadia, qu'auriez-vous fait? Partagez vos pensées en commentaire et n'oubliez pas de vous abonner pour découvrir la suite. L'air à l'intérieur du pavillon Gabriel vibrait de cette fréquence particulière que seul l'argent ancien et le pouvoir établi savent générer, une sorte de bourdonnement feutré fait de rires étouffés, de tintements de cristal baccarat et de murmures stratégiques. Sous les lustres monumentaux qui déversaient une cascade de lumière dorée sur l'assemblée, chaque invité semblait jouer une partition invisible mais rigoureuse, où chaque geste était calculé pour affirmer une appartenance à ce monde clos. C'était une arène de velours et de soie, et Kadia Touré y pénétra non pas comme une conquérante bruyante, mais comme une observatrice dont le silence était la seule armure. Elle avançait sur le parquet ciré, sa silhouette drapée dans une robe noire d'une simplicité presque insolente, au milieu de cette débauche de broderies et de diamants, une tenue qui refusait de crier son prix ou sa marque, ses cheveux relevés en un chignon strict, dégageant une nuque portée haute, non par orgueil, mais par une dignité innée que rien dans cette salle ne semblait pouvoir ébranler. Elle ne regardait personne en particulier, pourtant elle voyait tout, captant les regards en coin, les évaluations rapides et les jugements silencieux qui accompagnaient un de son passage, consciente que sa présence ici était une anomalie pour la plupart des esprits étroits qui peuplaient la salle. Son objectif était clair, matérialisé par le carton d'invitation couleur crème qu'elle tenait fermement entre ses doigts, la guidant inéluctablement vers la table numéro 1, le point névralgique de la soirée, situé juste au pied de la scène, là où la lumière était la plus crue et le prestige le plus éclatant. Cependant, alors qu'elles approchaient de cette île de privilèges, un léger froncement de sourcils, presque imperceptible, vint troubler la surface lisse de son visage, car les sièges qui lui étaient redestinés n'étaient pas vides. Installés avec une aisance propriétaire, Laurent et Camille Deschamps occupaient de l'espace comme s'ils y étaient gnombonnés. Laurent avachi, avec une négligence étudiée, les yeux rivés sur l'écran lumineux de son téléphone, ignorant superbement le monde autour de lui, tandis que Camille, vêtue d'une robe argentée qui captait agressivement la lumière, s'affairait à essuyer le bord de sa flûte à champagne avec le coin d'une serviette en lin immaculé, traquant une tache imaginaire sur un verre pourtant étincelant de propreté. Kadia s'arrêta juste au bord de leur bulle d'indifférence, posant délicatement, presque tendrement, son carton d'invitation sur la nappe blanche, juste sous le nez de Camille, brisant ainsi le champ de force de leur arrogance. « Excusez-moi, je pense qu'il y a une petite confusion, car ceci est mon siège, » prononça-t-elle d'une voix posée, sans la moindre trace d'agressivité, une simple constatation factuelle offerte à des gens qu'elle supposait civilisés. Camille leva lentement les yeux, un mouvement théâtral qui lui permit de scanner Kadia, de bas en haut, s'attardant avec un dédain manifeste sur la sobriété du tissu noir avant de se tourner vers son mari avec un petit rire qui sonnait comme du verre brisé. « Laurent, mon chéri, regarde un peu ça. Il semblerait que le personnel de service reçoive maintenant des cartons d'invitation avec des erreurs d'impression, lança-t-elle assez fort pour que les tables voisines puissent profiter de sa plaisanterie, transformant l'instant en spectacle. Laurent ne daigna même pas lever la tête,
se contentant d'agiter sa main gauche dans un geste vague et méprisant, comme s'il chassait une mouche importune ou un vendeur ambulant. Mademoiselle, la cuisine et les vestiaires sont par l'arrière, ou si vous cherchez un endroit pour attendre vos clients, cette table n'est clairement pas pour vous, car ici nous avons besoin d'un minimum d'intimité et de standing, marmonna-t-il, sans lâcher son écran, sa voix traînant sur les voyelles, avec cette lassitude affectée des gens qui n'ont jamais eu à demander la permission pour quoi que ce soit. Kadia ne bougea pas d'un millimètre, ancrant ses talons dans le sol, sa voix descendant d'une octave pour devenir plus sombre, plus dense, une vibration qui traversa le bruit ambiant pour atteindre directement leur conscience. Je ne cherche pas la cuisine et je ne suis au service de personne ce soir. Je cherche simplement le siège qui correspond au nom inscrit sur ce carton. Je suis Kadia Touré, articula-t-elle distinctement, forçant Laurent à enfin relever la tête. Il plissa les yeux, une lueur d'irritation et d'incompréhension traversant son regard, alors qu'il réalisait que l'obstacle devant lui refusait de s'évaporer, et son visage se durcit dans une grimace de dégoût. « Écoutez-moi bien, je ne sais pas comment vous avez réussi à vous faufiler ici, ni à qui vous avez volé ce carton, mais ne gâchez pas l'ambiance de ma femme avec votre insistance déplacée. Disparaissez immédiatement avant que je ne sois obligé de faire appel à la sécurité pour vous escorter vers la sortie, » menaça-t-il, sa voix montant légèrement, attirant l'attention de Claire, la responsable de l'événement, qui se précipita vers eux telle une biche affolée, sentant l'odeur de la poudre. Le visage de Claire était livide, ses mains tordant nerveusement le badge accroché à son cou, terrifiée à l'idée qu'un scandale n'éclate sous sa garde, surtout impliquant les Deschamps, donateurs capricieux et influents. « Oh mon Dieu, monsieur Deschamps, madame Touré, je vous en prie, il doit y avoir une terrible coïncidence malheureuse, » bégaya-t-elle, cherchant désespérément une échappatoire diplomatique qui n'existait pas. Camille la coupa sèchement, sa voix tranchante comme une lame de rasoir. « Claire, faites votre travail et réglez ça tout de suite. Cette femme était debout devant nous et elle obstrue littéralement ma vue sur la scène. C'est insupportable. » Claire se tourna vers Kadia, les yeux brillants de larmes refoulées, la voix réduite à un murmure suppliant, presque inaudible. « Madame Touré, je suis tellement désolé. C'est une situation impossible, mais peut-être pourrions-nous vous installer à la table numéro 5. Le coin est très agréable et discret. Vous savez que la famille Deschamps est très attachée à ses habitudes. » Kadia observa Claire, cette femme qui tremblait devant l'autorité de l'argent, puis elle reporta son attention sur le couple Deschamps, trônant dans leur suffisance, persuadée que l'univers entier devait se plier à leurs désirs. Un sourire lent, glacial, étira les lèvres de Kadia, un sourire qui ne contenait aucune joie, mais une promesse terrifiante, celle de la tempête qui se prépare en silence. « Ce n'est pas nécessaire, Claire. Laissez-les donc s'asseoir là, » dit-elle calmement, refusant l'offre de compromis qui aurait signifié sa défaite. Elle se pencha alors vers Camille, envahissant délibérément son espace personnel jusqu'à ce que la femme blonde ait un mouvement de recul instinctif et d'une voix douce comme du velours empoisonné. Elle murmura une phrase qui sembla suspendre le temps autour d'eux. « Ce siège coûte très cher, Madame Deschamps. J'espère sincèrement que vous le trouverez confortable et qu'il vous tiendra chaud, car la soirée promet d'être encore très longue. » Sur ces mots, prononcés non pas comme une menace directe mais comme une prophétie inéluctable, Kadia se redressa et tourna les talons, s'éloignant vers le bar avec une majesté qui laissait derrière elle un sillage de malaise palpable, tandis que la musique semblait soudain avoir perdu de sa chaleur et que le champagne dans le verre de Camille n'avait plus tout à fait le même goût. 6 heures avant que les premières notes de jazz ne résonnent sous les ors du pavillon Gabriel, l'atmosphère dans le bureau de Kadia Touré, perche au 30e étage d'une tour de verre et d'acier à La Défense,
était d'une gravité glaciale, contrastant avec la grisaille monotone du ciel parisien qui pesait sur la ville. Cet espace, d'ordinaire sanctuaire de décisions stratégiques et de visions d'avenir, semblait soudain saturé d'une énergie sombre, presque toxique, émanant non pas des éléments extérieurs, mais de la pile de documents que Mayel, son assistant de confiance et bras droit inébranlable, venait de déposer avec une lourdeur délibérée sur la surface immaculée du bureau en chêne massif. Le bruit mat du papier frappant le bois résonna comme un coup de semonce dans le silence aseptisé de la pièce, brisant la quiétude artificielle de la climatisation pour imposer une réalité beaucoup plus brutale. Kadia, qui observait jusqu'alors la fourmilière humaine s'agiter sur le parvis en contrebas, se détourna de la baie vitrée pour faire face à ce dossier portant la mention « confidentiel », audit interne des champs. Une liasse de feuilles qui contenait, elle le savait déjà, les secrets les plus inavouables d'une entreprise qu'elle s'apprêtait à financer. Elle s'assit lentement dans son fauteuil en cuir, ses doigts effleurant la couverture cartonnée avec une hésitation qui n'était pas de la peur, mais une forme de dégoût anticipé, comme si le papier lui-même était souillé par les injustices qu'il relatait. Maël restait debout, les bras croisés, son visage habituellement impassible marqué par une tension inhabituelle, ses yeux fixés sur les mains de sa patronne, alors qu'elle ouvrait le dossier pour révéler l'anatomie d'un système malade. Il n'attendit pas qu'elle lise les premières lignes pour briser le silence, sa voix trahissant une indignation qu'il peinait à contenir sous son vernis professionnel. 12 plaintes en 3 ans, toutes étouffées, toutes disparues dans les limbes administratifs, commença-t-il, énumérant les faits comme on lit un acte d'accusation. Toutes se concluaient par une somme forfaitaire, versée en échange d'un silence absolu et d'une clause de non-dénigrement, mais le plus frappant, c'est le motif officiel du licenciement qui revient systématiquement, comme un refrain macabre, à chaque fois qu'un employé d'origine étrangère ou racisé est poussé vers la sortie, ne correspond pas à la culture d'entreprise. Kadia s'arrêta sur une page, ses yeux parcourant les témoignages d'Arros transcrits, les dates, les noms souvent à consonance africaine ou maghrébine, et les sommes versées pour acheter leur dignité. Elle releva la tête, un sourire amer et sans joie étirant ses lèvres, car elle connaissait trop bien cette rhétorique, ce langage codé des ressources humaines conçu pour blanchir la discrimination. Ne correspond pas à la culture, répéta-t-elle lentement, goûtant le poison de ses mots. C'est une façon tellement élégante, tellement polie, de dire que nous n'aimons ni la couleur de votre peau, ni la sonorité de votre nom, ni l'histoire que vous portez sur votre visage. C'est un euphémisme pour dire que vous n'êtes pas des nôtres, et que vous ne le serez jamais. La pièce sembla se rétrécir autour d'eux, chargée du poids de ces vides brisés par des signatures en bas de page. Et Maël, sentant la colère froide monter chez Kadia, posa la question qui flottait inévitablement entre eux. « Compte tenu de ce que nous avons sous les yeux, voulez-vous toujours les rencontrer ce soir pour le gala ?» demanda-t-il, s'avançant pour désigner un autre document sur le bureau. « Le contrat d'investissement de 5 millions d'euros est prêt. Les avocats ont tout validé. Il ne manque que votre paraphe final. » Kadia referma le dossier d'un geste sec, le claquement sec, signalant la fin de sa lecture, mais le début d'autre chose, une détermination nouvelle qui durcissait ses traits. « Oui, je vais y aller, » répondit-elle en se levant, contournant son bureau pour se diriger vers le dressing dissimulé derrière un panneau de bois laqué, mais pas en tant qu'investisseur, pas avec le tapis rouge qu'ils espèrent dérouler pour mon argent. Non, ce soir, je vais les rencontrer sans le filtre doré de ma fortune. Elle ouvrit les portes du dressing, révélant une collection impressionnante de tenues de haute couture, des pièces de Balmain, de Dior, des soies lattées chatoyantes et des velours profonds,
des armures de luxe qu'elle revêtait habituellement pour affronter le monde des affaires. Ses doigts glissèrent sur les tissus précieux, ignorant les paillettes et les coupes audacieuses qui criaient le pouvoir, pour finalement s'arrêter sur une housse au fond de la penderie, d'où elle sortit une robe noire d'une simplicité monacale, presque banale, sans le moindre ornement, une robe qui aurait pu appartenir à n'importe qui. Maëlle observa son choix avec un scepticisme manifeste, fronçant les sourcils devant cette pièce de tissu qui semblait si éloignée de l'image de la femme puissante qu'il servait. « Vous choisissez vraiment de porter ça ?» osa-t-il demander, sa voix teintée d'inquiétude. « Elle est, comment dire, elle est trop simple, trop effacée par rapport à ce que vous êtes. Ils vont vous juger, ils vont penser que vous n'avez pas l'envergure financière qu'ils recherchent. » Kadia se tourna vers lui, tenant la robe contre elle comme on tient une arme, et son regard brillait d'une intelligence prédatrice. « C'est exactement le but, Maëlle, » répliqua-t-elle, en lissant le tissu invisible. « Quand je porte du balmain, quand je suis couverte de bijoux, ils respectent l'étiquette, ils respectent le chéquier, ils s'inclinent devant la marque. Ce soir, je veux voir comment ils traitent une femme noire, ordinaire, une femme qu'ils pensent sans influence. Je veux voir leur vrai visage quand ils croient peut-être que personne d'important ne les regarde. » Elle fit une pause, son regard se perdant un instant vers l'horizon parisien, où les lumières commençaient à s'allumer, avant de revenir vers son assistant. « Considérez que cette robe n'est pas un vêtement, c'est un appât, un test de caractère grandeur-nature. » Maëlle comprit alors, un léger sourire de connivence apparaissant enfin sur son visage, réalisant que le piège venait de se refermer avant même que la soirée ne commence. « Dans ce cas, dit-il en reculant pour la laisser se préparer, je vais demander à la sécurité de préparer la berline standard, pas la limousine, et bonne chance avec les requins, car ils seront affamés. » Kadia se dirigea vers le miroir, non pour admirer son reflet, mais pour s'assurer que son masque de neutralité était parfait. « Les requins ne sont dangereux que lorsqu'il y a du sang dans l'eau, Maëlle, » murmura-t-elle. « Et ce soir, ce n'est pas moi qui vais saigner, car pour la première fois, je ne suis pas la proie. Je suis celle qui tient la canne à pêche. » Exilée volontaire aux confins de la salle de bal, là où les lumières tamisées du bar en acajou et laiton offraient un refuge précaire contre l'éclat agressif des projecteurs centraux, Kadia Touré s'était fondue dans la pénombre avec la grâce féline d'un prédateur attendant patiemment son heure, transformant ce coin reculé non pas en lieu de bannissement, mais en poste de commandement stratégique d'où elle pouvait disséquer l'anatomie sociale de la soirée. De cette distance, la table VIP numéro 1 ressemblait à une scène de théâtre grotesque où se jouait une pantomime de la vanité humaine, car elle voyait distinctement Laurent Deschamps, animé par l'euphorie de sa petite victoire mesquine, mimer à grands gestes la scène de l'expulsion pour le divertissement de ses voisins de table, pointant du doigt l'endroit vide où Kadia s'était tenue quelques instants plus tôt, tandis que Camille, la tête renversée en arrière dans un rire artificiel qui exposait sa gorge blanche aux diamants étincelants, semblait se délecter de ce moment de gloire volée. C'était un spectacle fascinant et répugnant à la fois, une démonstration parfaite de la manière dont le pouvoir, lorsqu'il est dépourvu de conscience, se nourrit de l'humiliation d'autrui pour renforcer sa propre légitimité, et Kadia notait chaque sourire complaisant, chaque regard détourné des autres convives qui, bien qu'ayant été témoins de l'injustice, choisissaient dans le confort de la lâcheté plutôt que le risque de la confrontation. Soudain, une présence discrète se matérialisa à ses côtés, brisant sa solitude vigilante, non pas avec l'arrogance des invités, mais avec une hésitation empreinte de respect et de crainte. Et Kadia tourna la tête pour découvrir une jeune serveuse,
à la peau sombre, dont l'uniforme noir et blanc semblait trop grand pour ses épaules frêles. La jeune fille, qui ne devait pas avoir plus de 20 ans, posa un verre d'eau minérale sur le comptoir avec des mains qui tremblaient imperceptiblement, le tintement du verre contre le sous-boc résonnant comme un aveu de nervosité, et lorsqu'elle leva les yeux vers Kadia, on pouvait y lire une reconnaissance douloureuse, celle de deux âmes qui partagent une histoire commune d'exclusion sans avoir besoin de se parler. « Je vous demande pardon », murmura-t-elle d'une voix si basse qu'elle se perdait presque dans le brouhaha ambiant. « Je suis désolée, j'ai vu ce qui s'est passé à la table numéro 1. C'était injuste et j'ai voulu intervenir, j'ai voulu dire quelque chose, mais le gérant nous surveillait et j'ai eu peur pour mon poste. » Kadia posa doucement sa main sur celle de la jeune fille, un contact chaud et ferme, destiné à arrêter le tremblement, et son regard s'adoucit, perdant instantanément la dureté qu'elle réservait aux Deschamps pour offrir une bienveillance maternelle. « Comment t'appelles-tu » demanda-t-elle doucement, ignorant le décorum qui voulait qu'on ne demande pas leur nom aux invisibles qui servent le champagne. « Sarah » répondit la jeune fille, les yeux brillants. « Sarah, madame. » Kadia la regarda intensément, ancrant cette vérité dans l'esprit de la jeune femme. « Sarah, écoute-moi bien. Tu n'as rien fait de mal. Ne t'excuse jamais pour la grossièreté ou la cruauté des autres, car il y a des situations qui ne sont pas de la faute de ceux qui se tiennent en bas de l'échelle, mais de ceux qui croient être au sommet. » Ce moment de connexion intime fut brutalement interrompu par le claquement précipité de talons sur le parquet, annonçant l'arrivée de Claire, la responsable de l'événement, qui surgit de la foule avec l'air harcelé de quelqu'un qui essaie de colmater une brèche dans la coque d'un navire en perdition. Son visage était un masque de tension, son sourire professionnel se fissurant sous la panique, et elle s'approcha de Kadia en tordant ses mains, cherchant visiblement les mots qui pourraient apaiser la situation sans froisser les égaux. « Madame Touré, » commença-t-elle avec un souffle court, « je tenais à venir vous voir personnellement. Je suis réellement, profondément navré pour ce malentendu. Vous devez comprendre que M. Deschamps est un donateur historique de notre fondation. C'est un homme passionné, et son tempérament est parfois un peu, disons, artiste. J'espère sincèrement que vous ne lui en tiendrez pas rigueur et que nous ne laisserons pas cet incident gâcher l'esprit de charité de cette belle soirée. » Kadia prit le temps de boire une gorgée d'eau, laissant le silence s'étirer jusqu'à ce qu'il devienne inconfortable pour Claire, la forçant à piétiner sur place avant de reposer le verre et de fixer la responsable droit dans les yeux avec une intensité qui la fit frémir. « Vous avez peur qu'il retire son financement, n'est-ce pas, Claire ?» lança-t-elle, non pas comme une question, mais comme une dissection chirurgicale de la motivation de son interlocutrice. Claire bafouilla, prise au piège de sa propre lâcheté. « eh bien, c'est-à-dire que, pragmatiquement, la Fondation a besoin de ces fonds pour fonctionner. C'est une réalité complexe. » Le visage de Kadia resta impassible, mais sa voix devint tranchante comme de l'acier trempé, coupant à travers les excuses pathétiques pour atteindre le cœur du problème moral. « Rassurez-vous, ne vous inquiétez pas pour la trésorerie, car ce soir, la Fondation aura son argent. Je m'y engage, » déclara-t-elle avec un calme souverain. « Mais vous devriez retenir ceci, Claire, et le retenir pour le restant de votre carrière. La complaisance, cette habitude de garder le silence pour acheter une paix provisoire, le prix de ce silence est beaucoup plus élevé que vous ne le pensez, et l'addition finit toujours par arriver. » Claire, déstabilisée, cligna des yeux, ne comprenant pas la portée de l'avertissement. « Qu'est-ce que vous voulez dire, madame ?» demanda-t-elle faiblement. Kadia esquissa alors un sourire énigmatique, tournant son regard vers la scène où le micro attendait, et lâcha simplement « Attendez et regardez ». Lorsque la voix du maître de cérémonie, amplifiée par les enceintes dissimulées dans les moulures dorées du plafond,
annonça enfin le moment tant attendu de la révélation du donateur diamant. Un frisson d'anticipation parcourut l'assemblée, suspendant les conversations futiles et figeant les vers à mi-chemin des lèvres. Le faisceau du projecteur principal, tel un œil inquisiteur de lumière blanche, balaya la salle, ignorant les tables prestigieuses du centre pour aller chercher sa cible dans la pénombre du fond, là où se tenait le bar, et lorsqu'il s'immobilisa, il ne révéla pas un magnate de l'industrie en smoking scintillant, mais Kadia Touré, droite et immobile dans sa robe noire, une silhouette solitaire qui semblait absorber la lumière plutôt que de la refléter. Un silence de cathédrale s'abattit instantanément sur le pavillon Gabriel, un silence si dense qu'on aurait pu entendre une épingle tomber, mais ce qui résonna fut bien plus marquant. Le claquement régulier, rythmé et implacable des talons de Kadia sur le parquet ciré alors qu'elle entamait sa marche vers la scène. Elle avançait non pas comme une invitée, mais comme une exécutrice testamentaire, chaque pas étant une note martelée sur la partition de sa vengeance silencieuse, et tandis qu'elle traversait la salle, la foule s'écartait instinctivement, sentant émaner d'elle une autorité naturelle qui n'avait nul besoin d'artifice. Son itinéraire la fit passer délibérément à quelques centimètres seulement de la table numéro 1, et c'est à cet instant précis que la réalité de la situation frappa le couple Deschamps avec la violence d'une gifle physique, provoquant chez Camille une réaction purement viscérale qui se traduisit par le lâcher involontaire de sa fourchette en argent, l'ustensile heurtant la porcelaine fine de son assiette, avec un bruit métallique discordant qui déchira le silence ambiant comme un cri. Laurent, quant à lui, resta pétrifié, la bouche entr'ouverte dans une expression grotesque de stupeur, son arrogance fondant comme cire au soleil, alors qu'il regardait cette femme qu'il avait chassée quelques minutes plus tôt comme une intruse, monter les marches de l'estrade avec la majesté d'une reine montant sur son trône. Kadia atteignit le pupitre, posa ses mains à plat sur le bois verni, prenant possession de l'espace et du temps, et ajusta le micro sans la moindre trace de tremblement, son regard balayant la salle pour finalement se verrouiller sur la table VIP, transformant ce podium en tribunal. « Merci », commença-t-elle, sa voix grave et parfaitement posée, emplissant l'espace, maîtrisant l'acoustique avec une aisance déconcertante, avant de poursuivre sans consulter la moindre note, car la vérité n'a pas besoin de brouillon, avant de parler des chiffres, avant d'évoquer le montant de 5 millions d'euros que je prévoyais d'investir ce soir pour soutenir l'innovation et l'excellence, je voudrais vous raconter une histoire courte, une fable moderne si vous voulez. Elle marqua une pause, laissant ces mots s'infiltrer dans la conscience de chaque invité, créant une tension palpable qui serrait les poitrines. Il y a quelques instants à peine, j'ai reçu une leçon inoubliable sur la notion de place et de hiérarchie, continua-t-elle, son regard ne quittant jamais les yeux écarquillés de Laurent, qui semblait rétrécir sur sa chaise. On m'a dit, avec une certitude absolue, « Ici, ce n'est pas votre place ». Une phrase simple, n'est-ce pas, mais chargée d'un poids historique et social que nous connaissons tous. Un murmure d'indignation et de curiosité commença à onduler à travers la salle comme une vague lointaine, tandis que Laurent, le visage virant au cramoisi, esquissa un mouvement pour se lever, peut-être pour protester ou pour fuir, mais il fut immédiatement cloué sur place par la main de Camille, qui se refermait sur son bras avec la force du désespoir, son visage à elle étant devenu d'une pâleur mortelle. Ils avaient raison, reprit Kadia, sa voix montant légèrement en puissance, non pas par le volume, mais par l'intensité, coupant court à toute tentative d'interruption. Ma place n'est pas de m'asseoir en silence pour subir l'humiliation de ceux qui croient que le monde leur appartient par droit de naissance. Ma place est ici, debout sur cette seizaine, en pleine lumière,
pour décider souverainement de la direction que prendra mon capital et des valeurs qu'il servira. L'atmosphère dans la salle changea radicalement, passant de la curiosité à la compréhension horrifiée, les regards convergeant désormais vers le couple Deschamps comme des projecteurs accusateurs. Kadia leva alors lentement son bras, l'index tendu, pointant sans équivoque l'homme qui avait voulu la rendre invisible, un geste d'une précision létale qui sembla transpercer la distance qui les séparait. « Monsieur Laurent Deschamps » prononça-t-elle, détachant chaque syllabe de son nom comme on grave une épitaphe, « nous avons, ou plutôt nous avions, un rendez-vous formel demain matin à 9h pour la signature finale de notre partenariat. » La salle retint son souffle, l'air devenant soudain trop rare, trop lourd. « Mais je vous annonce, ici et maintenant, devant témoins, que ce rendez-vous est annulé, et avec lui, l'avenir que vous espériez construire avec mes sommifonds. » Une clameur de stupeur, un « oh » collectif et scandalisé, s'échappa de centaines de gorges, tandis que les convives, assis aux tables adjacentes, à celles des Deschamps, commençaient physiquement à reculer leurs chaises, créant un vide sanitaire autour du couple maudit, comme si l'échec et la honte étaient des maladies contagieuses. Kadia ne leur laissa aucun répit, aucune porte de sortie, car elle n'était pas là pour négocier, mais pour éduquer. L'argent peut acheter des billets VIP, mesdames et messieurs. C'est la facilité du monde dans lequel nous vivons, conclut-elle avec une sérénité qui rendait ces mots encore plus dévastateurs. Mais c'est le caractère, l'intégrité et l'humanité qui décident qui mérite réellement de s'y asseoir. Et ce soir, j'ai fait mon choix. J'investis dans l'humain, dans ceux qui construisent des ponts et non des murs, et je refuse catégoriquement d'investir un seul centime dans ceux qui, par arrogance ou bêtise, méprisent de la dignité d'autrui. Elle recula d'un pas, laissant le silence retomber, un silence différent cette fois, lourd de conséquences et de jugements, tandis que dans la salle, Laurent et Camille Deschamps restaient là figés dans les décombres de leur réputation, isolés sous les lustres de cristal, réalisant trop tard que la femme qu'ils avaient prise pour rien était en réalité celle qui détenait tout. Dès l'instant où la silhouette de Kadia Touré disparut par les grandes portes battantes du salon, laissant derrière elle une salle plongée dans une stupeur électrique, l'illusion de puissance qui avait protégé le couple Deschamps pendant des décennies, se fissura avec la violence d'un barrage cédant sous la pression, libérant non pas de l'eau, mais un torrent de jugements silencieux et de calculs froids. L'air, saturé quelques minutes plus tôt par la politesse mondaine et les courbettes hypocrites, devint soudain irrespirable pour Laurent et Camille, transformant leur table VIP, jadis convoitée comme le centre de l'univers, en un îlot de quarantaine que personne n'osait plus approcher, de peur d'être contaminé par la disgrâce. Ce n'était pas seulement une humiliation sociale, c'était le début d'une hémorragie systémique, car dans ce monde où la réputation est la seule monnaie véritable, le verdict prononcé par Kadia avait agi comme un signal de vente massive sur les marchés financiers de l'influence. Partout dans la salle, les écrans de téléphone s'allumaient, lucioles malveillantes dans la pénombre, relayant la nouvelle, les vidéos volées du discours et les commentaires acerbes qui commençaient déjà à inonder les réseaux, et chaque notification qui faisait vibrer la poche de veste de Laurent résonnait contre ses côtes comme un coup de poignard, annonçant l'arrivée d'une tempête numérique qu'aucune agence de communication de crise ne pourrait endiguer. Laurent, sortant de sa léthargie traumatique, sentit l'urgence de la survie prendre le dessus sur la honte, et dans un mouvement brusque qui renversa sa chaise, il se précipita vers la sortie, non pas pour fuir, mais pour tenter de colmater les brèches, cherchant désespérément un visage allié dans cette marée de dos tournés. Il repéra près du vestiaire la silhouette familière de Bernard, un partenaire industriel de longue date,
avec qui il partageait des déjeuners d'affaires et des parties de golf depuis 20 ans, un homme qu'il considérait comme un ami, ou du moins comme un complice fiable dans le grand jeu du capitalisme parisien. « Bernard, Bernard, attends !» cria-t-il, sa voix manquant cruellement de l'assurance habituelle, trébuchant presque sur le tapis épais en tentant de rattraper l'homme qui enfilait son manteau avec une hâte suspecte. Il parvint à agripper la manche de cachemire de Bernard, ses doigts se refermant sur le tissu comme les serres d'un noyé sur une bouée, le souffle court et le regard égaré. « Elle est folle, Bernard. Tu as vu ça? C'est complètement délirant. C'est juste un malentendu grotesque, » insista-t-il, un rire nerveux et discordant s'échappant de sa gorge. « Tu me connais, tu sais comment je suis. Je plaisantais. C'était juste une blague mal interprétée, rien de plus. » Bernard s'immobilisa, mais ne se retourna pas immédiatement, et lorsqu'il le fit, ce fut pour retirer la main de Laurent de son épaule avec une lenteur délibérée. Puis il épousseta sa manche, comme s'il venait d'être touché par une substance souillée, un geste d'un mépris si absolu qu'il fit reculer Laurent d'un pas. Laurent, baisse d'un ton, ordonna-t-il d'une voix glaciale, ses yeux ne reflétant aucune amitié, seulement une évaluation pragmatique des dégâts collatéraux. Laurent, ignorant l'avertissement, tenta de revenir sur le terrain des affaires, celui qu'il pensait maîtriser. « Il faut que tu me crois. On ne peut pas laisser ça impacter le business, le contrat de fourniture pour la semaine prochaine. Tout est prêt. On signe comme prévu, n'est-ce pas ?» Bernard le regarda comme on regarde un bâtiment en feu qu'on ne peut plus sauver, secouant la tête avec une lassitude impitoyable. « Il n'y aura pas de contrat, Laurent. Il n'y a plus de contrat. Ma femme vient de m'envoyer le lien du livestream. La vidéo a déjà fait 3 fois le tour de Paris. Si je m'associe avec toi ou ta société en ce moment précis, l'action de mon groupe plongera dès l'ouverture de la bourse demain matin et mon conseil d'administration demandera ma tête avant midi. » La réalité du rejet frappa Laurent de plein fouet, mais son ego refusait encore d'accepter la cause de sa chute, s'accrochant à ses vieux préjugés comme à un bouclier percé. « Tout ça pour ça, » cracha-t-il avec amertume. « Tout ça parce qu'une femme noire a décidé de faire une scène. » Bernard laissa échapper un soupir, un mélange de pitié et de dégoût face à l'aveuglement de l'homme en face de lui. « Non, Laurent, pas à cause de sa couleur, mais parce que tu viens, par cette phrase même, de prouver qu'elle avait raison sur toute la ligne et que tu es devenu un passif toxique pour quiconque t'approche, alors pour l'amour du ciel, reste loin de moi. » Bernard tourna les talons et disparut dans la nuit parisienne, laissant Laurent seul dans le couloir, le visage en feu, réalisant que les fondations de son empire s'effritaient bien plus vite qu'il ne l'aurait cru possible. Paniqué, il se tourna vers la seule personne qui pouvait encore arrêter l'hémorragie, la source de tout ce désastre, et il courut vers la sortie principale où il avait vu Kadia se diriger, espérant pouvoir l'intimider, la supplier ou la raisonner, peu importait la méthode tant qu'il reprenait le contrôle. Mais le chemin de la sortie était barré, non pas par une porte fermée, mais par un mur humain, composé de 2 gardes du corps massifs, encadrant une silhouette plus fine, celle de Maël, l'assistant de Kadia, qui se tenait là avec la rigidité d'une sentinelle gardant une forteresse imprenable. Laurent s'arrêta net, le souffle court, la sueur perlant sur son front sous les lumières crues du hall. « Laissez-moi passer !» aboya-t-il, tentant de retrouver un semblant d'autorité. « Je veux voir Madame Touré. J'exige de lui parler immédiatement. J'ai besoin de lui expliquer la situation. » Maël ne bougea pas d'1 millimètre, se contentant de remonter ses lunettes sur l'arête de son nez avec un calme olympien qui contrastait violemment avec l'hystérie de Laurent. Il consulta sa montre, puis leva les yeux vers l'homme déchu, un léger sourire ironique flottant sur ses lèvres.
Je crains que ce ne soit impossible, monsieur Deschamps, dit-il d'une voix polie, mais tranchante comme un scalpel. Madame Touré a pour principe strict de ne pas s'entretenir avec des personnes qui, comment dire, ne correspondent pas à sa culture d'entreprise. Laurent ouvrit la bouche pour protester, mais Maëlle fit un pas en avant, envahissant son espace vital. Je vous suggère de retourner à l'intérieur ou de partir par la porte de service, à moins que vous ne préfériez que les photographes qui attendent dehors ne capturent l'image du grand Laurent Deschamps, se faisant expulser manu militari par la sécurité, ce qui, je l'imagine, ne ferait qu'aggraver votre situation déjà précaire. Laurent resta figé, les poings serrés, impuissant, regardant Maëlle et ses gardes se retirer, le laissant seul dans le hall vide, avec pour seule compagnie le bourdonnement incessant de son téléphone qui continuait de vibrer, annonçant la fin de son monde. Une semaine exactement s'était écoulée depuis la débâcle du pavillon Gabriel, mais l'atmosphère qui régnait désormais dans la salle du conseil d'administration, située au dernier étage du siège social des entreprises Deschamps, n'avait plus rien à voir avec la chaleur dorée des soirées de gala, car ici, tout était froid, stérile et d'une blancheur clinique, évoquant davantage une salle d'autopsie qu'un lieu de décision stratégique. Les stores étaient sobre-baissés, filtrant une lumière grise qui donnait au visage des 12 membres du conseil un teint cireux, et au bout de l'immense table, en verre dépoli, Laurent Deschamps était assis, seul, isolé comme un virus qu'on cherche à contenir, ses mains jointes, tremblant imperceptiblement sur la surface lisse, son costume semblant soudain trop grand pour sa silhouette voûtée par des nuits sans sommeil. Le silence dans la pièce était absolu, seulement troublé par le bourdonnement discret de la climatisation et le crissement d'un stylo sur du papier, jusqu'à ce que Jean-Luc, le président du conseil, et ancien mentor de Laurent, n'entre dans la pièce avec la démarche rigide d'un bourreau fatigué, tenant dans ses mains une liasse de documents qu'il ne prit même pas la peine de distribuer, mais qu'il jeta au centre de la table avec un bruit mat qui fit sursauter Laurent. Jean-Luc ne s'assit pas, préférant dominer la pièce de toute sa halleur, et lorsqu'il prit la parole, sa voix était dénuée de toute émotion, une simple énumération de faits catastrophiques. L'action a chuté de 12% en 24 heures. Les fournisseurs stratégiques demandent des garanties de bancaires immédiates ou menacent de rompre les contrats. Et la banque d'investissement a gelé notre ligne de crédit ce matin même. Laurent, bon Dieu, qu'est-ce que vous avez fait ? Lâcha-t-il, non pas comme une question, mais comme un constat d'échec total. Laurent se redressa, tentant de mobiliser les restes de son arrogance habituelle, mais son regard fuyant trahissait sa panique. C'était un piège, Jean-Luc. Vous devez me croire, c'était une mise en scène orchestrée, hurla-t-il presque, sa voix se brisant dans les aigus. Elle s'est habillée comme ça exprès pour me provoquer, pour me pousser à la faute. Elle savait exactement ce qu'elle faisait en venant à ma table. Un silence gêné accueillit cette défense pathétique, et l'un des membres du conseil, un homme aux cheveux gris qui consultait sa tablette sans même regarder l'accusé, intervint sans lever les yeux, sa voix coupante comme un rasoir. « Écoutez-vous parler, Laurent, c'est grotesque. Vous l'avez viré de son siège à cause d'une tenue vestimentaire. Et aujourd'hui, vous êtes en train de perdre votre siège de PDG à cause de cette même tenue ?» Laurent sentit l'étau se resserrer, la réalité de sa situation lui apparaissant enfin dans toute sa brutalité, et il frappa du poing sur la table dans un geste d'impuissance. « Vous ne pouvez pas me faire ça, pas à moi. J'ai construit cette entreprise, j'ai donné ma vie pour ce groupe. Vous n'avez pas le droit de m'éjecter comme un malpropre. » Jean-Luc soupira, un son long et exaspéré, et se détourna pour marcher vers la fenêtre, regardant la ville en bas comme s'il cherchait à s'éloigner physiquement de la toxicité de son ancien protégé.
Il se retourna lentement, son visage durci par la nécessité de protéger les actifs du groupe. « Vous ne l'avez pas construite, Laurent. Vous en avez hérité, et c'est une distinction fondamentale que vous n'avez jamais comprise, » dit-il calmement. « Et maintenant, vous êtes en train de la détruire par votre incompétence et votre ego. Nous ne pouvons plus accepter le risque que représente le nom Deschamps pour nos actionnaires. » Laurent, sentant le sol se dérober, tenta une dernière manœuvre, invoquant sa femme comme un rempart. « Camille ne laissera pas passer ça, elle a des relations, elle va. » Jean-Luc le coupa sèchement, levant une main pour stopper le flux de menaces vides. « Camille est bannie de tous les événements de l'entreprise. À compter d'aujourd'hui, sa présence est devenue radioactive pour notre image de marque. » Il revint vers la table, posant ses mains à plat face à Laurent, le regardant droit dans les yeux pour délivrer le coup de grâce. « Signez votre lettre de démission. Laurent, faites-le maintenant, et nous pourrons peut-être sauver ce qui reste de votre patrimoine personnel. Ou bien, refusez, et nous serons contraints de rendre publique l'intégralité des dossiers de harcèlement et de discrimination que nous avons dû étouffer pour vous ces 10 dernières années. » Laurent se figea, le sang quittant son visage, réalisant que le système qui l'avait protégé pendant si longtemps venait de se retourner contre lui pour assurer sa propre survie. « C'est notre ultime charité, » conclut Jean-Luc en faisant glisser un stylo vers lui. « Et croyez-moi, c'est bien plus que ce que vous méritez. » Dans la lumière crue de ce bureau sans âme, Laurent Deschamps prit le stylo, sa main tremblante signant la fin de son règne, non pas vaincu par une révolution bruyante, mais écrasé par la froide mécanique de l'argent qui ne tolère plus l'erreur quand elle devient publique. 6 mois avaient aimé passer depuis la nuit orageuse du pavillon Gabriel, 6 mois durant lesquels les saisons avaient tarte et tourné, transformant la chaleur étouffante de cette soirée fatidique en un automne pluvieux qui noyait Paris, sous un voile de mélancolie grise, striant les immenses baies vitrées du bureau de Kadia Touré, de milliers de larmes liquides qui déformaient la perspective de la ville en contrebas. Le silence qui régnait désormais dans cet espace de travail n'était plus celui, tendu et électrique, des veilles de bataille, mais un silence studieux, apaisé, rythmé par le bruit régulier de la pluie et le bruissement des pages tournées, témoignant d'une fondation qui avait trouvé sa vitesse de croisière loin des projecteurs et des scandales mondains. Kadia, assise derrière son bureau en chêne, semblait avoir absorbé cette sérénité, ses traits détendus mais toujours vigilants, concentrés sur les rapports d'impact de ses programmes éducatifs, jusqu'à ce que la porte s'ouvre doucement pour laisser entrer Maïl, dont la démarche habituellement assurée était empreinte aujourd'hui d'une hésitation inhabituelle, presque coupable. Il tenait dans ses mains une chemise cartonnée de couleur beige, la couleur standard des dossiers administratifs du programme Seconde Chance, une initiative que Kadia avait lancée pour aider les profils atypiques ou brisés à réintégrer le marché du travail, mais la façon dont il tenait ce dossier, comme s'il contenait une matière radioactive, fit immédiatement lever les yeux de sa patronne. Maëlle s'approcha du bureau, évitant le regard de Kadia, et posa le dossier sur la surface lisse avec une précaution excessive, reculant ensuite d'un pas comme pour se dissocier de son contenu. « J'ai failli mettre ce dossier directement à la déchiqueteuse », commença-t-il, sa voix trahissant une lutte intérieure entre sa loyauté envers Kadia et son adhésion aux règles strictes qu'elle avait elle-même édictées, car tout en moi criait à l'indécence de cette candidature. Mais je me suis souvenu de votre règle d'or pour ce programme spécifique. Aucun préjugé, aucune exclusion basée sur le passé, seulement l'évaluation du potentiel de rédemption. Kadia, intriguée par ce préambule dramatique, tendit la main et ouvrit la chemise, et lorsque ses yeux se posèrent sur le nom inscrit en lettres capitales sur le formulaire de candidature, le temps sembla se suspendre une seconde fois
ramenant instantanément le souvenir des lustres de cristal et des regards méprisants. Le nom était Laurent Deschamps, mais l'homme décrit dans ce CV n'avait plus rien du PDG arrogant qui trônait en maître à la table numéro 1. C'était le profil d'un homme qui avait tout perdu, ses titres, sa fortune, sa réputation, et qui se présentait désormais nu devant celle qu'il avait voulu humilier. Kadia parcourut le document, notant que le poste demandé n'était pas un rôle de consultant ou de direction, mais un poste de manutentionnaire dans l'un des entrepôts logistiques de la Fondation, un travail physique, répétitif, payé au salaire minimum, situé tout en bas de l'échelle sociale que Laurent avait passé sa vie à ignorer. Elle lut ensuite la lettre de motivation manuscrite, une écriture serrée et nerveuse où Laurent ne cherchait pas à se justifier, mais avouait avec une crudité désarmante que sa chute avait été le seul moyen pour lui de comprendre la violence du système qu'il avait perpétué, écrivant qu'il souhaitait désormais apprendre à regarder le monde d'en bas, non pas pour remonter, mais pour comprendre ce qu'il avait piétiné. Elle releva la tête vers Maïl, son visage indéchiffrable, et posa la question qui s'imposait. « Est-ce que tu crois à sa sincérité, ou penses-tu que c'est une dernière manœuvre désespérée d'un homme aux abois ?» Maël, qui avait croisé les bras, soupira en regardant la pluie battre la vitre. « Je ne crois pas aux mots, Kadia, je crois aux données, et les données disent que c'est un homme fini, mais les données humaines sont volatiles. Il écrit qu'il veut comprendre, et pour un homme comme lui, accepter de porter des cartons est soit une folie, soit le début d'une véritable conscience, mais la décision vous appartient, et personne ne vous en voudra de brûler ce papier. » Kadia prit son stylo plume, un instrument lourd et précieux qu'elle fit tourner lentement entre ses doigts, observant les reflets de la lumière grise sur le métal doré, et se remémora la sensation de froid qui l'avait envahi ce soir-là lorsqu'on lui avait refusé sa place, se demandant si rendre le mal pour le mal apporterait une quelconque guérison à son âme ou au monde. « Tôt ou tard, le pouvoir change de main, » murmura-t-elle pour elle-même, et c'est dans ces moments de bascule que l'on définit qui l'on est, vraiment. Elle regarda Maël, son regard brillant d'une sagesse qui transcendait la rancune. Ce soir-là, Maël, je lui ai donné une leçon publique sur l'humiliation et l'arrogance, et il l'a payée au prix sans fort. Mais si je refuse aujourd'hui de considérer sa demande, simplement parce qu'il s'appelle Laurent Deschamps, alors je deviens exactement ce que je détestais chez lui. Je deviens celle qui ferme la porte en fonction d'un nom. Elle se pencha sur le dossier et, d'une main ferme, écrivit une annotation dans la marge, l'encre noire s'inscrivant définitivement sur le papier blanc. « Transmets ceci aux ressources humaines », ordonna-t-elle en refermant la chemise. Maël s'avança pour lire la note, ses sourcils se haussant de surprise en déchiffrant les mots. Instruction équitable, pas de traitement de faveur, pas de rancune. Évaluer l'homme, pas le fantôme. Il regarda Kadia avec une admiration renouvelée, mais ne put s'empêcher de demander. « Vous êtes certaine, c'est un risque énorme. » Kadia se tourna vers la baie vitrée, observant Paris qui continuait de vivre sous l'averse, indifférent aux drames individuels. La justice, c'est la conséquence inévitable de nos actes, et il a eu sa justice, répondit-elle doucement. Mais l'opportunité, c'est un choix que nous offrons, et si je lui retire cette possibilité de se reconstruire, alors ce n'est plus de la justice, c'est de la vengeance, et je ne suis pas une vengeresse, je suis une investisseuse. Elle marqua une pause, laissant le poids de ses mots remplir la pièce. Et parfois, l'investissement le plus risqué, mais le plus nécessaire, c'est d'investir dans la capacité d'un être humain à changer. Maël prit le dossier sans ajouter un mot, comprenant que la leçon était terminée, et sortit du bureau, laissant Kadia seule avec la pluie. Alors que l'écran devenait noir,
la voix de Kadia s'éleva une dernière fois, non plus comme un personnage dans une scène, mais comme une conscience s'adressant directement à l'âme du spectateur, posant la question qui resterait gravée bien après le générique. Si ce soir-là, je n'avais pas eu le pouvoir et l'argent pour me défendre, qui m'aurait cru? Qui se serait levé pour moi? La question n'est pas de savoir ce qu'ils m'ont fait, mais de savoir combien d'autres sont encore assis sur des chaises qu'on leur refuse, et ce que nous ferons, nous, la prochaine fois que nous serons témoins du silence. Merci d'avoir écouté cette petite histoire jusqu'au bout. J'aimerais beaucoup savoir ce que vous en pensez. Qu'auriez-vous fait à la place de Kadia et quel moment vous a marqué le plus? Vos réflexions sont précieuses et j'ai hâte de les lire dans les commentaires. Merci encore pour votre présence, votre temps et votre bienveillance. On se retrouve très vite pour une nouvelle histoire.